Alors dans ce nouveau chapitre, on va mettre en place le système de catégories. Donc notre idée, c'est d'avoir un back-office pour pouvoir gérer les catégories, en ajouter, modifier ou supprimer, et ensuite pouvoir associer une catégorie spécifiquement à un article. Donc l'avantage, c'est qu'on a posé les bases jusqu'à maintenant et on n'aura quasiment plus qu'à réutiliser ce que l'on a fait. Alors un petit problème, c'est que pour l'instant nos classes elles sont spécifiques. Notre blog action est spécifique à notre partie article et de la même manière notre post table est spécifique à notre partie article. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est créer des classes génériques que l'on va pouvoir réutiliser pour la partie catégorie. Sinon, si on veut mettre en place ce système de catégorie, on va se retrouver à devoir dupliquer tout ce code-là en changeant certaines choses. Donc dès que l'on duplique, c'est que l'on ne fait pas les choses correctement. Donc mieux vaut se créer des classes parentes que l'on va pouvoir modifier. Donc la première chose que l'on va modifier, c'est la partie table. Si je reviens dans mon code source, à la partie table, j'avais créé mon post table ici. Ce post table, il fait des requêtes liées à la partie article, mais il y a pas mal de requêtes qui sont relativement génériques. La partie update, insert, delete, tout ça, ça pourrait être réutilisé. C'est la seule chose que l'on devra changer, c'est la partie où on précise la table. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle classe directement dans Framework, dans la partie database. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler table.php. Donc dans ce fichier-là, je vais simplement recopier tout ce que l'on avait dans notre post table. Je vais changer le nom de la classe et le namespace. Donc on se situe ici dans le namespace database. Et ensuite, on laisse les différents use. On n'utilisera pas ici l'entité post. Et à la limite, on va tout supprimer et on recomplétera. Donc cette classe va simplement s'appeler table. Elle va avoir besoin d'une instance de PDO, elle sera construite avec PDO. Le find paginated query, là il va être différent. On a besoin du nom de la table ici. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer une propriété qui doit être protégée vu que les enfants pourront la modifier, qu'on va appeler table. Donc là on va préciser que c'est une chaîne de caractères et c'est le nom de la table en BDD. Donc ensuite je descends. Là ça permet de paginer des éléments, c'est plus générique maintenant au niveau de la description. Donc le find paginated, il prend le par page, il retourne une instance de PagerFanta. Donc je vais aller importer cette classe-là, voilà. Le paginated query, là on va avoir besoin du nom de la table. Donc je vais mettre directement ici this table. Le champ created at ne sera pas forcément présent sur toutes mes tables, donc je vais le retirer. Et là on peut se dire, ce qui pourrait être intéressant, c'est du coup de se créer une méthode publique qui va permettre de générer la paginated query. Donc on va créer une nouvelle fonction qui va s'appeler paginated ou même pagination query. Et cette fonction, elle retournera simplement ce que l'on avait ici. Donc elle fera un select everything et on enlèvera la partie décroissante parce qu'on n'a plus le order by par défaut. L'avantage, c'est que les enfants pourront réécraser cette fonction-là s'ils ont besoin de la redéfinir. D'ailleurs, on va plutôt la mettre en protégé parce qu'elle n'a pas lieu d'être appelée depuis l'extérieur. Donc à cet endroit-là, je utilise maintenant notre this pagination query. Plus tard, on pourra s'imaginer carrément peut-être passer une requête à ce niveau-là. Pour l'instant, juste faire ça, ça suffit. De la même manière, lorsque je récupère les enregistrements, je vais préciser l'entité à utiliser. Donc là, je vais créer une nouvelle propriété qui permettra de définir l'entité à utiliser. Donc on est parti. Hop. Entité à utiliser. On va créer une nouvelle variable qui sera une chaîne de caractères. Donc ça sera une chaîne de caractères. Et on va la mettre en protégé et elle va s'appeler entity. Alors ces deux propriétés, je me dis d'ailleurs que j'en aurais peut-être besoin depuis l'extérieur. Donc je vais créer deux getters. Je vais créer une méthode getEntity pour récupérer l'entité. Et je vais créer de la même manière une méthode getTable qui me permettra de renvoyer la table. Alors cette méthode, je vais préciser que c'est une chaîne de caractères que ça retourne. Impeccable. Donc je remonte. Hop. Au niveau maintenant de mon paginated query, je lui dis il faut que tu renvoies une instance de l'entité. Impeccable. Donc je descends, le find prendra un ID et retournera je ne sais pas quoi encore. Donc là je ne peux plus utiliser le typage parce que ça peut retourner une instance de l'entité ou nul. Donc au niveau du typage, je vais simplement mettre ici mixed. Donc ça fait une requête préparée en récupérant les enregistrements et on va lui préciser manuellement ici qu'il doit récupérer le nom de la table. Ensuite, il exécute en lui passant l'ID et il fait un fetch en lui passant l'entité. Donc on mettra thisEntity. Alors on peut partir du principe que l'entité ne sera pas forcément définie. Dans ce cas-là, on va mettre une petite condition en disant si on a l'entité, dans ce cas-là, on fera le fetch mode. Sinon, on laisse le fetch par défaut avoir lieu et du coup on récupérera une classe. Et je modifie la description, ça récupérera un élément. Hop.
La partie update fera la même chose. Vous avez compris un petit peu maintenant le principe. Ici, on récupère le nom de la table. Et j'aurais dû mettre des doubles quotes un petit peu partout. Ça m'aurait simplifié un petit peu la vie. Donc on va le faire. Hop. Et pareil pour cet endroit-là. Et là, hop, on a oublié de fermer notre petit guillemet. Donc je descends, le update est fait et il ne nous reste plus qu'ici à changer ça pour vie stable. D'ailleurs, je m'embêtais pas mal avec les joins, donc on va mettre ça directement ici, histoire de gagner un poil de place et d'avoir une requête qui est un petit peu plus naturelle à lire. Donc là, on va avoir les différents champs, donc ça sera fields, et ensuite on aura les différentes valeurs. Donc là, ça sera values. Si vous vous souvenez, c'était le truc qui posait problème parce que c'était trop long au moment où je l'avais fait. Donc là, pareil, values, on va join par une virgule. Et on va même essayer de tout mettre sur une seule ligne. Dans la partie delete, on fait la même chose. On récupère ici le nom de la table et on utilise des doubles quotes histoire que ça soit interprété. Et mon build field query va rester comme ça. Et après, j'ai mes deux getters. Impeccable. Donc là, j'ai créé une classe générique qui peut être utilisée. Alors le visEntity, comme je l'ai dit, peut être nul. Donc on va mettre ici string ou nul. Et il faut que je change ma partie findPaginated. Cette partie-là, dans mon paginated query, je n'avais pas forcément prévu le cas où l'entité pouvait être nulle. Donc je vais rajouter ce cas-là. Donc l'entité ici peut être nulle. Dans ce cas-là, on passera l'entité qui pourra être nulle. Donc je mets à jour aussi la phpdoc. Cette chaîne de caractères pourra être nulle. Et si elle est nulle, dans la partie où je récupère les enregistrements, je vais mettre la même condition. Si on a l'entité, dans ce cas-là, on fait un fetch mode. Sinon, on laisse le fetch mode classique avoir lieu. Maintenant que j'ai changé tout ça, je peux changer simplement mon post table, donc qui va être beaucoup plus simple. Je vais lui dire quelle entité il doit utiliser. Du coup, je mets en protégé entity et je vais lui préciser que c'est une instance de post. Donc ça sera la classe post_entity. Ensuite, je précise aussi en protégé le nom de la table. Le nom de ma table, c'est post avec un S. Au niveau de mon système, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est que je dois rajouter un order by created at au niveau de ma pagination query. Donc je peux dire cette classe va étendre de table, ce qui veut dire que maintenant elle va avoir toutes les méthodes que l'on a décrites, et on n'a plus besoin d'avoir tout ce code-là. Et on peut se contenter simplement de lui dire, je vais changer la méthode qui va s'appeler pagination query, et je vais lui demander de retourner la requête parente. Par contre, je vais rajouter juste après le order by. Et attention, je n'oublie pas de mettre un petit espace ici. Donc là, vous le voyez, ça permet d'avoir des classes qui seront au niveau du code de notre application beaucoup plus simples. Alors on a fait beaucoup de refactoring ici. Du coup, ce que l'on va faire, c'est tout de suite lancer les tests pour vérifier que l'on n'a rien cassé. Donc au niveau de mon terminal, je tape la commande vendor bin et j'obtiens deux erreurs. On me dit l'argument 2 should be an array dans le test insert lorsque je fais un array map. Et pareil dans le test delete. Donc c'est dans mon table.php, il y a un problème à la ligne 98. Donc là, attention, ce n'est plus dans le post table, mais c'est directement dans la classe parente. Donc ligne 98. Et effectivement, j'utilisais les champs. Donc là, je vais enlever ce join là. Hop, et on va le refaire juste après. Fields égale join par une virgule. Les différents champs. Je relance mes tests et ça passe au vert. Donc mon gros refactoring n'a pas eu d'effet négatif. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je veux maintenant tester cette partie table? Nous, on avait créé des tests qui permettaient de tester la partie post, que l'on avait mis ici, mais le problème c'est que maintenant, cette classe est générique. Du coup, ce que je vais devoir faire, c'est soit me créer une sous-classe qui est une classe de test où je lui passerai la table et une entité spécifique, ou je vais pouvoir utiliser les possibilités de réflexion de PHP. Évidemment, je vais choisir cette seconde solution qui est beaucoup plus simple. Donc dans ma partie framework, je vais créer un nouveau dossier database dans la partie test. Et dans ce dossier database, on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler tabletest.php. Au passage, je vais juste préciser à mon IDE, s'il ne l'a pas forcément compris, que ce dossier, c'est un dossier de test. Voilà, histoire qu'il me le colore et que je ne fasse plus l'erreur de le sélectionner par erreur. Donc je vais me situer ici dans le namespace framework de test et je vais être dans le sous-namespace database. Je vais du coup créer ma classe tabletest qui va extend de test case. Je vais avoir un petit setup qui va me permettre de créer ma table de test. Donc je crée une fonction publique que je vais appeler setup et à l'intérieur, je vais faire un coup de vis test table ou même simplement table et je vais lui demander de faire un new table. Très simplement.
Le problème, c'est que dans ce cas-là, lorsque j'appelle table, la propriété table n'est pas définie. Donc j'ai besoin de lui passer une fausse table que je souhaite utiliser. Donc je vais pouvoir utiliser pour cela la réflexion. La réflexion va me permettre de modifier une classe au moment de l'exécution. Donc je fais un reflection égale new reflection class. Je lui passe en paramètre la classe que je souhaite modifier. Donc nous ici ce sera this table. Je vais modifier la propriété qui est la propriété table. Donc je fais un property égale reflection et je lui dis j'aimerais bien récupérer la propriété qui s'appelle table. Cette propriété, je vais la rendre accessible publiquement. Donc je vais faire un coup de set accessible à true. L'avantage, c'est que maintenant qu'elle est accessible, je vais pouvoir la modifier. Et je vais lui dire, pour ma propriété, j'aimerais bien que tu mettes comme valeur, donc il me demande l'objet, donc l'objet ça sera this table, et dans cet objet-là, j'aimerais bien que tu mettes comme valeur test. Donc globalement, notre table de test servira à tester sur une table qui doit s'appeler test au niveau de ma base de données SQLite. Donc ça, je vais l'ajouter en tant que champ et je vais préciser que c'est une instance de la table. Maintenant, pour pouvoir tester mes requêtes find, delete et tout ça, ce qu'il va me falloir faire, c'est avoir au niveau de ma base de données une fausse table test. Donc je n'ai pas de système de seeding pour faire ça, je pourrais utiliser thanks ou on ne va pas s'embêter, on va directement utiliser PDO. Donc à cet endroit-là, je vais faire un PDO égale new PDO. J'appelle toujours SQLite en mémoire. Et ensuite, je vais lui préciser que je ne mets rien et je ne mets rien en nom d'utilisateur et en mot de passe. On va préciser qu'on passe en mode exception si on a des erreurs. Donc là, on va mettre un rmod à exception. Et ensuite, on va lui dire que par défaut, le mode de récupération, ça sera sous forme d'objet. PDO, fetch object. Maintenant qu'on a cette instance de PDO, on va pouvoir l'utiliser au moment de la construction de la table, ça c'est important. Et encore plus important que ça, on va avoir besoin de notre table de test. Et on va pas s'embêter, on va simplement la créer là. Donc on va faire un exec, on va lui demander je veux créer une table qui s'appelle test. Dans cette table, je vais avoir deux champs. Je vais avoir un champ ID qui sera un entier en clé primaire et en auto-increment. Et ensuite, j'aurai un champ name qui sera simplement un varchar de 255 caractères. Et après, j'indente ça correctement histoire qu'on s'y retrouve. Et cette instance de PDO, je vais aussi l'injecter au niveau de mon instance. Donc je vais faire un this PDO égale PDO. Parce que je vais pouvoir en avoir besoin, j'aurai peut-être besoin d'interagir avec la base de données au moment de mes tests. Et ça va être une variable de type PDO. Bon, pour éviter de m'embêter, je peux même aller importer ça. Si je veux faire un test pour vérifier que la méthode find, par exemple, fonctionne, je crée une fonction publique qui va s'appeler testFind. Je vais utiliser mon instance de PDO. Et je me dis d'ailleurs, plutôt que de s'embêter à chaque fois à devoir partager les deux, au niveau de ma méthode table, enfin de ma classe table, ça peut être intéressant d'avoir un getter. Donc je vais créer un getter pour obtenir l'instance de PDO. On va l'appeler getPDO. Au niveau de mon table test, et de manière générale tout au long de mon application, je n'aurai plus besoin de faire ça. Si j'ai besoin de PDO, il me suffit simplement d'utiliser la méthode getPDO sur table. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui dire, on va insérer deux enregistrements bidons. Donc on va faire un getPDO, et on va insérer un enregistrement. Donc on fait insert into test, et on a juste à définir le nom, et on mettra une valeur qui sera A1. Ensuite, je crée un autre enregistrement que je vais appeler A2, et je vais lui demander de récupérer un seul enregistrement. Donc on va l'appeler test, égale this, j'utilise ma méthode find, je lui demande de récupérer le premier enregistrement, et je m'attends à obtenir quelque chose. Donc je vais faire un this, assert instance of, donc test doit être une instance de stdclass, parce que par défaut je n'ai pas précisé d'entité. De la même manière, je vais préciser que je m'attends à ce que, au niveau de mon champ name, donc j'ai la valeur A1, parce que c'est le premier enregistrement que j'ai inséré. Donc lorsque je fais test, c'est un objet, et je récupère le champ name. Voilà. Maintenant, je vais relancer mes tests, et ils fonctionnent. Donc ces deux assertions me permettent de tester ça. Donc de la même manière, toute la partie update et tout, je pourrais la tester ici. Je ne le fais pas parce que je l'ai déjà testé au niveau de mon poste et on ne va pas s'embêter à tout migrer ici.
Mais si jamais vous avez des tests supplémentaires à écrire, ben vous allez pouvoir le faire comme ça. De la même manière, à cet endroit-là, on pourra séparer notre code pour pouvoir le mettre dans un trait que l'on pourra réutiliser si on a besoin d'une base de données de test pour réessayer des choses. Donc là, on a bien séparé notre poste table. L'avantage, c'est qu'on pourra créer une catégorie table très rapidement. L'autre chose qui est pour l'instant spécifique à notre partie blog et à notre partie article, ce sont les actions. Donc on a créé ici un admin blog action. Du coup, comme on l'a fait pour la partie table, on va se créer une classe plus générique. On va la mettre dans un dossier action et on va l'appeler CRUD action, qui permettra de faire toutes les actions liées à un CRUD. Et on l'appellera crudaction.php. Je me situe du coup dans le namespace framework. Hop. Et ma classe s'appelle CRUD action. Et dans ce CRUD action, je vais prendre tout ce que j'avais mis dans le admin blog action. Et ensuite, on va simplifier certaines petites choses. Donc je remonte et on va redéfinir des choses. Donc je prends une instance du renderer interface, effectivement. Je prends une instance du routeur. Alors là, il devrait me l'afficher en souligné. Je me suis gouré ici, il faut que je rajoute un sous-namespace actions. Donc j'importe aussi le routeur. Par contre, pour la partie table, je n'ai pas de type prédéfini. Je pourrais avoir différents types de tables que ce CRUD action va recevoir. Donc pour l'instant, je vais simplement mettre mixte et je vais renommer ça. Je vais utiliser mon IDE pour le faire. Et je vais appeler ça table, simplement. Ensuite, je vais aussi avoir besoin du flash service pour les messages, donc je l'importe. On utilise le router aware action, donc c'est au même niveau, donc il n'y a pas besoin d'importer le namespace. Et ensuite, j'ai ma fonction constructrice. Par contre, la table, je n'ai plus de typage spécifique. Ça pourra être un poste table, catégorie table ou autre. Donc là, j'enlève mon typage et je renomme ça table pour plus de cohérence. Après, j'appelle la méthode invoke. Cette méthode prendra en paramètre un élément de type requestInterface, donc je vais importer la déclaration que j'avais fait au niveau de mon admin blog action. Voilà. Hop, on descend. Donc ça appelle les différentes méthodes suivant les paramètres, ça ne change pas, hein, c'est la même définition. Au niveau du index, on récupère les paramètres. On fait un find paginated en utilisant la table, qui sera maintenant un type post table ou autre. Par contre, dans le render, on ne rendra pas forcément cette vue-là. La vue va dépendre du système que l'on souhaite mettre en place. Donc plutôt que de rendre directement le @blogadmin, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une propriété. Donc au niveau de ma classe, je vais lui dire, on va avoir une propriété qui sera le chemin des vues. Donc on va l'appeler viewPath, et par défaut, ça sera nul. Et ça sera une variable qui sera simplement une chaîne de caractères. Partout où maintenant je déclarais ma vue de cette manière-là, plutôt que de faire ça, je vais couper tout ça et mettre viewPath à la place. Donc ça sera vis plutôt viewPath. L'avantage, c'est que les classes enfants maintenant pourront simplement utiliser le viewPath pour choisir les types de vues à utiliser. Donc au niveau de cette partie-là, c'est bon. Je vois que je n'avais peut-être pas documenté cette méthode-là. Donc c'est affiche la liste des éléments. L'édition d'un article, ça retourne un élément de type response-interface. Je vais importer ça, c'est l'interface du PSR. Donc ça édite la table, ça récupère les paramètres. Ça a utilisé la méthode getParam, c'est impeccable. Ça vérifiait si les infos étaient valides. Et si on a des erreurs, ça les renvoyait. Pas grand chose à changer à ce niveau-là, ça me convient. Donc c'est pour ça que j'avais nommé ça item. Vous voyez, c'est plutôt générique et ça correspond à ce que l'on veut faire. Donc là, ça édite un élément. On met des noms un peu plus génériques. Créer un nouvel élément à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, on avait mis un petit truc, c'est qu'on récupérait les paramètres, impeccable. Par contre, on préparait certains éléments. Donc ça, on ne va plus avoir besoin de le faire. On va pour l'instant le retirer, histoire de ne pas avoir de problème de conflit. On le rajoutera plus tard si besoin. Au niveau de notre delete, pareil, pas grand-chose à changer. Si ce n'est que le chemin de redirection, et le chemin de redirection pareil pour les autres vues, on souhaite le modifier. Donc là, ce que l'on va faire, encore une fois, c'est qu'on va se créer des propriétés protégées. Donc on est parti, hop, je crée une variable qui sera une chaîne de caractères et ça sera en protégé et on mettra le root préfixe. De la même manière, on va créer une autre variable qui sera une chaîne de caractères qui sera elle aussi protégée et qui sera les messages flash à utiliser. Donc on va appeler ça message pour l'instant. Donc ça sera un tableau. Donc dans le cas de la création, on mettra l'élément a bien été créé. Hop. Et en cas d'édition, donc on va l'appeler edit, on mettra l'élément a bien été modifié. L'avantage, encore une fois, c'est que les enfants pourront modifier ça
si besoin. Au niveau de ma partie Edit, je vais utiliser le message de succès. Donc ça va être this, message et create. Au niveau des chemins, je vais enlever le blog.admin et à la place, je vais utiliser mon préfixe. Donc ça sera this root préfixe. Au niveau de la partie création, qui est un petit peu plus bas, je change le message de succès et ça sera le message en cas d'édition. D'ailleurs, j'ai inversé. C'est là où on a le edit et en dessous on a le create. Je continue, je continue, je continue. Le delete, lui, il n'a pas changé. Le root préfixe va être appliqué. Et le get params, lui, va être différent. Donc on va dire que par défaut, le get params, il n'accepte absolument aucun paramètre. Et ensuite, on retourne le résultat directement. Évidemment, nos différentes actions vont changer les paramètres qu'elles acceptent ou qu'elles refusent. Pareil, dans la partie get validator, je retourne simplement un validator pour l'instant. Et ce validator ne contiendra du coup aucune règle de validation. Et enfin, je l'importe. Là, j'ai créé une classe générique que je vais pouvoir maintenant réutiliser. Donc au niveau de mon blog action, je vais lui dire, on va retirer toutes ces méthodes show, create et tout. D'ailleurs, c'est pas le blog action, c'est le admin blog action. Je me dis au passage que le nom est vraiment pas terrible. Donc je vais le renommer et on va l'appeler post crud action. Donc ce post crud action, on va lui enlever un peu tout ce dont il a besoin. Et on va un peu le réécrire. Je vais globalement tout effacer, si ce n'est la partie getValidator et getParams, qui elle ne changera pas. Donc pour que ça fonctionne, il lui faut deux propriétés protégées. On aura d'abord le viewPath, donc ça sera ici @blog/admin. Et je me dis aussi, ça peut être l'occasion de les déplacer. Donc les vues, elles étaient dans le dossier blog, views et admin. Et on va peut-être créer un nouveau sous-dossier. Donc je vais aller créer un nouveau dossier dans admin que je vais appeler post. Globalement, ça veut dire c'est tout ce qui concerne les articles. Donc au niveau maintenant de mon système de viewPath, je lui précise que c'est dans admin/post avec un S. Alors, il ne me l'a pas auto-complété parce qu'il faut maintenant que je précise aussi que le post CRUD action étant de mon CRUD action. Je vais aussi préciser le préfixe de la route. Donc en protégé, je mets route préfixe. Et le route préfixe, ça sera... Alors comment j'avais fait ça dans mon blog module? J'avais mis blog.admin. Bon, on va garder ça, hein, c'est pas forcément si mal. Donc là, on va mettre blog.admin. Au niveau de ce paramètre-là, il attend un type request interface du PSR. Je peux me remettre à mettre des paramètres un peu plus longs, vu qu'on en a besoin qu'ici. Et ces deux méthodes-là, elles ne doivent pas être en privé, mais en protégé. Tout simplement parce qu'elles sont protégées aussi au niveau de mon CRUD action. D'ailleurs, non, elles sont en privé dans le CRUD action, donc ça ne va pas aller. Il faut que je puisse les réécrire, donc je les mets en protégé. Hop, hop, hop. D'ailleurs, est-ce que les propriétés sont bien protégées? Impeccable. Dernière chose qui me reste à changer, c'est au niveau de mon constructeur. Hop, je vais redéfinir le constructeur de cette classe-là. Et je vais lui préciser que la table que je souhaite utiliser, ce n'est pas simplement une table, mais c'est un post-table. Et c'est là que la magie va opérer. Parce que c'est cette table qui va être automatiquement injectée par PHPDI et qui va faire un petit peu le travail. Donc là, il me sort juste une petite erreur. Voilà, parce qu'il s'attend à avoir un type Server Request Interface. En dehors de ça, tout le reste est bon. Et là, je précise aussi ce typage ici. Et enfin, plutôt que de récupérer le validator de cette manière-là, je peux faire un parent de get validator. Comme ça, je récupère le validator parent. Ce qui est encore mieux et ça m'évite d'avoir à auto-compléter une classe là. Maintenant que j'ai fait toutes ces modifications, au niveau de mon blog module, je vais lui préciser qu'à cet endroit-là, on utilise le post CRUD action. Mon système de renommage, mon IDE l'a fait automatiquement, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, ça c'est important. Donc maintenant, si je reviens au niveau de mon navigateur, il me sort une petite erreur. Il me dit qu'il ne trouve pas le formulaire. Alors le problème, c'est qu'effectivement, pour tout le reste, c'est bon, mais dans la partie New ou Edit, j'incluais le formulaire. Donc là, ce que je m'imagine, c'est soit je peux lui préciser le bon nom de dossier, ou ce que je peux faire pour éviter d'avoir à changer ça partout, c'est me dire que je vais injecter au niveau de mon renderer les deux propriétés viewPath et viewPrefix et rootPrefix. Donc dans mon CRUD action, dès la construction, ou même plutôt dans le renderer, c'est que quand c'est rendu que ça peut être utile, on va lui préciser, j'utilise mon renderer
et je vais te rajouter une propriété globale et on va mettre view préfixe et ça sera this view, alors c'est view path et view préfixe et route préfixe. Et je te précise une autre propriété globale qui sera du coup route préfixe et ça sera this route préfixe. Maintenant, plutôt que de m'embêter à devoir préciser le nom, je peux le préciser relativement par rapport au dossier courant. Donc dans la partie create, je change ça, hop. Je n'ai plus besoin de m'embêter à mettre ça et je peux utiliser la variable que je définis qui s'appelle route préfixe. Et attention, si on veut concaténer, c'est une tilde en Twig. De la même manière, lorsque je fais une inclusion ici, plutôt que de mettre blog admin, je peux lui préciser que tu vas utiliser le view path. Le bouton sera bien ajouté et ça devrait fonctionner. Si je reviens au niveau de mon navigateur, j'ai bien ma vue. Donc les changements que je viens d'opérer ici, je vais aussi les opérer au niveau de mon edit. Je vais préciser qu'à cet endroit-là, je vais avoir mon route préfixe. Ça sera toujours éditer un article et là, je vais préciser que ça sera mon view path. Après, dans la partie formulaire, je n'ai rien à changer. Dans la partie index, par contre, on va changer ce nom-là. On utilisera toujours le route préfixe. On descend, on descend, on descend. On utilisera aussi le route préfixe à cet endroit-là. Boum, boum, boum. À cet endroit-là aussi. Et enfin, tout en bas, dans la partie pagination. Là, on a amélioré la compatibilité avec le reste. Alors, je fais juste un petit tour d'horizon pour vérifier que tout fonctionne correctement. Le seul petit problème que je vois, le seul petit bémol à la limite, c'est que lorsque l'on crée un nouvel article, on n'a pas les données qui sont pré-remplies. Là, il ne faut pas se gêner. Si jamais vous avez envie d'ajouter des comportements, dans votre CRUD action, vous pouvez définir des nouvelles méthodes. Donc, on va s'imaginer que dans la partie create, ici, donc c'était dans le create, on va récupérer l'item et on va demander d'avoir une nouvelle entity. Donc on va faire un get new entity. Cette méthode n'existe pas, je vais tout de suite aller la créer et je vais la créer en protégé. Donc ça doit retourner une instance de l'entité. À cet endroit-là, je peux avoir un comportement automatique où je lui dis tout simplement que ça retourne un tableau vide par défaut. Je ne m'embête pas. Par contre, au niveau de mon post CRUD action, qui lui doit initialiser la date, je vais créer une méthode protégée qui va s'appeler getNewEntity. Et dans cette méthode-là, je retourne un nouvel article. Et d'abord, je vais le sauvegarder dans une variable. Donc, ça sera un nouvel article. Et dans cet article-là, je vais en profiter pour mettre directement la date de création à la date du jour. Donc, on mettra le created at égale new datetime. Et enfin, je le retourne. Je ne précise pas de typage, sinon ça va rentrer en collision avec l'élément parent. Et là, de la même manière, il faudrait documenter au niveau de notre CRUD action pour expliquer de quoi il en retourne. Toutes ces méthodes-là, on les documentera. Bon, pour gagner du temps, je ne le fais pas là, mais je le ferai hors caméra, entre guillemets. Si je réactualise ma page, alors je n'ai rien parce qu'au niveau de mon post CRUD action, j'ai oublié de retourner le truc. Petite erreur d'inattention. Là, j'ai maintenant la date qui se met bien correctement, mais de la même manière, je pourrais rajouter des comportements supplémentaires si besoin. Ce refactoring étant fini, je vous propose maintenant de mettre en place ce système de catégories et de voir comment ça va être ultra rapide. Alors, première étape, c'est de créer la migration qui correspond. Donc, je fais un coup de vendor bin, thanks, et on va créer une nouvelle migration que l'on va appeler add catégorie table. Je vais ensuite modifier cette migration. Donc elle va être plutôt simple pour le coup. On va simplement avoir une nouvelle table que l'on va appeler catégorie IES. Et dans cette nouvelle table, on va rajouter deux champs. On aura un champ name qui sera une chaîne de caractères. Et on aura un champ slug qui sera une chaîne de caractères aussi. Et après, je rajoute. Pour l'instant, je ne prévois pas encore le système qui va me permettre de lier les articles aux catégories. Là, je me contente simplement de créer la table. Ensuite, je fais ma migration. Donc, je fais un coup de thanks et je appelle la commande migrate. Ça va automatiquement créer la nouvelle table. Donc, si je me rends au niveau de mon IDE et que je regarde dans ma base de données, j'ai maintenant ce champ catégorie, enfin cette table catégorie avec mon nom et mon slug.
Je veux mettre en place le back-office qui va pouvoir permettre de rentrer des catégories. Donc dans mon dossier SRC, dans mon blog module, pour l'instant on va partir du principe que la partie concernant les catégories est propre au blog et pas forcément au système de produits et tout, on changera peut-être ça plus tard. Je vais créer une nouvelle table pour mes catégories, donc je crée un nouveau système qui va s'appeler catégorie-table.php. Je duplique ce que j'ai fait pour mon post table, ça va être plutôt simple. J'ai juste à changer le nom de l'entité que je souhaite utiliser. Pour l'instant, on n'aura pas d'entité. Je renomme ma table en catégorie table et je vais dire que la table à utiliser, c'est categories. Et c'est tout ce que j'ai à changer. Tout le reste peut rester identique à ce que l'on a dans la classe parente. Ensuite, je vais aussi créer un CRUD action. Donc là, je vais me baser sur ce que j'ai fait pour le post CRUD action et je vais créer un catégorie CRUD action. .php. Je duplique tout. Hop. Je crée mon catégorie CRUD action. Le chemin, ça sera blog/admin/categories. Le route préfixe, ça sera blog.admin.category ou blog.category.admin, bon, peu importe. Au niveau du système de render, au niveau du constructeur, je vais lui passer une instance de catégorie table plutôt que de lui passer une instance de post table. Et du coup, je vais enlever l'import que j'ai fait tout en haut. Au niveau du getNewEntity, il n'y a rien à changer. Donc je ne vais pas le réécraser. Au niveau de mon getParams, je vais simplement lui dire il faut que tu filtres pour ne garder seulement que le nom et le slug. Et dans ma partie getValidator, je lui demande d'avoir le nom qui est nécessaire. Le slug va être nécessaire aussi. Donc je garde les mêmes contraintes pour le nom et le slug. Voilà. Là, j'ai juste ça à redéfinir. Dernière petite étape. Je vais prendre ici la route préfixe et aller rajouter les routes au niveau de mon blog module. Donc dans mon blog module, je duplique ce que j'ai fait pour ce CRUD là. On va s'imaginer avoir un chemin categories et ça appellera notre catégorie CRUD action. Et le nom de la route ou le préfixe de la route, ça sera ça. Et de la même manière, je vais dupliquer les vues d'édition. Donc je vais aller dans la partie blog, view et je vais dupliquer admin/post. Donc je vais aller me rendre directement sur mon Explorer et je vais dupliquer ce dossier pour l'appeler catégorie IES. Maintenant que j'ai fait ces différents changements, je n'ai plus qu'à me rendre sur mon navigateur et à faire /categories. Je vois que j'obtiens la vue correspondante. Alors la pagination est un petit peu bizarre parce qu'il m'affiche trop d'enregistrements. Effectivement, au niveau de mon table, ma classe table générique, j'avais partout mis le nom de la table, sauf dans ce compte ici. Donc là, il faut que je change et que je mette le nom de la table. Et on va mettre des doubles quotes, histoire de nous simplifier un petit peu la vie. Donc on mettra, this table. Là, la pagination n'affichera plus qu'un enregistrement. Je clique sur ajouter un article. J'ai ma vue qui permet d'ajouter un article, mais en vrai, ça ajoute une catégorie. Donc il n'y a que ces deux champs-là à remplir. On mettra catégorie de test et catégorie test au niveau du slug. Je clique sur ajouter et on me sort une petite erreur au niveau du insert. Il s'attend à avoir un type array et null given. Alors effectivement, je pense qu'au niveau de mon système de getParams, j'oublie de lui retourner les enregistrements. C'est toujours le même problème, j'oublie systématiquement de faire le retour ici. Si vous voulez éviter de l'oublier, voilà, vous pouvez mettre le typage et on va aussi le mettre au niveau de la méthode parente. Voilà, comme ça, c'est fini. Hop. Prochaine fois, ça nous renverra une erreur directement au niveau de l'IDE. C'était où? getParams? Non, c'était pas dans le table, forcément. C'était dans le CRUD action. Si je reviens et que je réactualise, ma catégorie a bien été rajoutée. Donc la seule chose qui me resterait à faire, c'est changer un petit peu le wording. Là, on mettrait ajouter une catégorie. Hop, on prendrait le même wording ici. La méthode, ça serait post. Là, on pourrait changer le champ. Au niveau de l'édition, ça sera éditer la catégorie. Hop. Donc ça sera pareil, éditer la catégorie. On pourrait même s'imaginer avoir une propriété au niveau de mon action. Moi, je préfère quand même piloter toujours l'HTML via Twig. Ça ne me gêne pas forcément de réécrire ça. Donc là, on est pas mal. Le formulaire, on va le changer. Donc on va mettre titre de la catégorie ou nom. Ensuite, ça va être slug. Et on n'aura ni le contenu ni la date de création. Et dans la partie index,
on mettra éditer les catégories. Ajouter une catégorie. Et après, tout le reste ne change pas. Une autre petite solution pour la notion de wording, ce que vous pourriez vous faire, c'est vous dire tout simplement, dans un dossier particulier, donc soit dans le framework, soit dans le admin, à vous de voir, vous créez des vues génériques en fait pour du CRUD. Où là, vous mettriez des termes du style ajouter un élément, supprimer un élément. Comme ça, vous pourriez les réutiliser partout où vous en avez besoin. Maintenant que ça c'est fait, je vois que ça fonctionne correctement, je peux éditer des choses. On me présente la catégorie. Lorsque je clique sur éditer, j'ai bien l'élément a été modifié. Je pourrais le changer plus tard, mais peu importe. Et on va mettre une seconde catégorie qu'on va appeler catégorie $2 plutôt. Et on mettra catégorie-2. Impeccable. Et on va finir du coup ce système-là en mettant en place la liaison article-catégorie. Donc au niveau de mon système ici, c'est pas mal. Et j'ai envie que dans mes articles, donc c'était admin/post, je puisse avoir le listing des articles avec les catégories associées. Donc il me sort une erreur parce que j'ai changé la signature de mon getParams. Donc maintenant dans mon blog CRUD Action, alors c'était CRUD Post Action plutôt, je vais lui préciser que le getParams, et il est très à cheval sur ça, ça doit être un tableau. Pour pouvoir faire la liaison article-catégorie, il va me falloir ajouter un champ catégorie ID sur ma table post. Donc je vais aller modifier et créer une nouvelle migration. Donc on va l'appeler add catégorie ID to post. Je vais modifier cette migration. Hop. Donc là, ce n'est pas une migration qui va créer quelque chose, mais elle va prendre la table post. Hop. Elle va rajouter une nouvelle colonne qui va s'appeler catégorie ID. On va partir du principe que des articles peuvent ne pas avoir de catégorie. Donc ça sera un entier. Et on va rajouter une propriété où on va lui dire que c'est nullable. Donc on mettra nul à true. Ensuite, je rajoute une clé étrangère. Je vais préciser que le champ catégorie ID sera une clé étrangère qui référence la table categories et la clé primaire ID. J'en profite pour lui rajouter un comportement. Lorsqu'on supprime une catégorie, je veux que tu définisses la valeur de catégorie ID à nul. Comme ça, on a une sorte de suppression en cascade. Et après, j'update, c'est-à-dire que je mets à jour la définition de ma table. Au niveau de mon terminal, j'effectue la migration. Et maintenant, j'ai mon champ catégorie ID, champ que je vais pouvoir utiliser au niveau de mes articles. Donc, il me faut un champ catégorie ID qui va me permettre de modifier les catégories. Donc, dans mon post CRUD Action, je vais lui préciser que j'accepte un nouveau champ catégorie ID. Pour l'instant, ce champ, je ne le valide pas. De la même manière, dans mon post/form, je vais rajouter un champ supplémentaire pour les catégories. Donc là, ici, on va mettre un champ catégorie, underscore ID. Ça sera item.category underscore ID et on mettra catégorie. Si on veut aligner un petit peu plus correctement les choses, vu qu'on aura 3 champs qui sont relativement courts, là, n'hésitez pas à vous faire un petit peu de CSS. Donc on va faire un call MD4 et on va mettre les 3 champs les uns à côté des autres. Je vais revenir au niveau de mon système, je vais réactualiser la page, je vais éditer cet article-là et je vais l'associer à la catégorie 1. Je sauvegarde et si je reviens ici, j'ai bien la catégorie 1. Au niveau de ma pagination, j'aimerais bien afficher la catégorie associée. Donc je vais avoir besoin de faire un petit left join pour pouvoir récupérer les deux informations. Je vais modifier la définition de mon post.php pour lui dire ici, tu pourras avoir une nouvelle propriété publique qui sera catégorie underscore name. Et ça sera une chaîne de caractères. Au niveau de mon post table, je vais changer la requête qui est faite. Je vais la changer complètement ici. Lorsque tu pagines, je veux que tu fasses un select. Tu vas sélectionner au niveau de l'article l'ID, tu vas sélectionner le nom et tu vas sélectionner au niveau des catégories le champ catégorie, le champ name. Et ce champ-là, tu vas le renommer catégorie name. On peut, je crois, juste mettre ça. Ensuite, je te demande de faire un order by. Je lui dis, c'est sur la table qui s'appelle this table. Hop. Et tu fais ensuite un left join sur categories. Et le champ catégorie ID sur mon article doit correspondre au champ ID sur ma table catégorie. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. On a juste besoin de ces 3 informations, il me semble. Je reviens au niveau de mon navigateur, je réactualise et on me sort une petite erreur. Effectivement, ici, la table, il faut que je la renomme as P. Et la table catégorie, on va la renommer C. Ce sera plus simple après pour sélectionner les champs.
Au niveau de mon système, ça continue à fonctionner et je vais pouvoir changer mon tableau qui permet de lister les articles pour afficher la catégorie associée. Donc je rajoute un champ catégorie et au niveau de ce champ-là, je vais mettre item.catégorie _ name. Impeccable. Si je réactualise, ça m'affiche bien la catégorie dans ce cas-là et dans le cas contraire, ça n'affiche simplement rien. Lorsque j'édite, avoir simplement un champ comme ça, c'est pratique là pour le laisser, mais nous, ce que l'on a envie de faire, c'est avoir un vrai select. Donc on rencontre deux problèmes. D'abord, on n'a pas géré les selects dans le cas de notre field, et l'autre problème, c'est qu'il faut passer à la vue la liste des catégories. Donc au niveau du select, on a seulement besoin dans les options d'avoir en value la clé et en valeur le label à utiliser, donc ça serait le nom de la catégorie. Pour se simplifier la vie, on va commencer par se créer une nouvelle méthode au niveau de notre table. Donc on va l'appeler cette méthode. Hop. On va le faire tout au début, juste avant le find. On va imaginer avoir une fonction publique qui va s'appeler findList. Cette fonction va nous renvoyer en fait les enregistrements avec en clé l'ID et en valeur la valeur. Et ici, on prendra systématiquement le champ name. C'est une convention personnelle que l'on pourra changer plus tard. Donc là, on va mettre récupère une liste clé valeur de nos enregistrements. Et ça retourne un tableau. On pourra imaginer peut-être plus tard lui préciser ici les champs à utiliser. Je vais écrire le test qui va permettre de faire fonctionner ce truc-là. Donc je vais aller dans mon table test et on va créer le test. Donc on descend un petit peu plus bas, on fait une fonction publique qui va s'appeler test find list. On recopie le code que l'on a écrit plus haut. Hop. Je lui demande de faire un find list et je m'attends à obtenir un tableau qui contiendra du coup en clé la valeur 1 et en valeur A1. De la même manière, je m'attends à avoir 2 A2. Voilà à quoi ça doit correspondre lorsque je fais un vis table find list. J'exécute mes tests. Alors pas la migration évidemment, sinon on ne va pas aller loin. J'exécute mes tests et ils échouent. Pour l'instant, la méthode findList renvoie simplement nul. Au niveau de cette méthode-là, je vais faire ma requête. Donc je récupère PDO et je fais directement une requête, pas besoin de la préparer. Je fais un select ID name from ma table. Et hop, je vais mettre des doubles quotes. Je vais prendre cette habitude de mettre des doubles quotes parce qu'à chaque fois, je me retrouve embêté. Et je récupère par rapport à la table. Et du coup, ensuite, je vais lui dire de récupérer les enregistrements. Je vais les récupérer sous forme de tableau. Donc je fais un fetch all et le fetch style, on va mettre PDO et on mettra fetch num. Pas besoin d'avoir les noms des champs et tout, ce serait trop s'embêter pour rien. Et ces résultats, on va les sauvegarder dans une variable results. Et après, on va construire notre tableau qui est notre liste. Donc je crée un tableau qui est un tableau vide et je lui dis pour chaque résultat dans notre base de données, asResult, je veux que tu remplisses la liste. Tu vas prendre en clé la première colonne qui sera du coup l'ID et tu prendras en valeur la seconde colonne qui sera du coup le name. Et ça, une fois que tu as fini, tu le retournes. Si j'essaie de relancer mes tests unitaires, il passe au vert. Ma fonction findList fonctionne correctement. On vient de résoudre le premier problème. Second problème, il faut envoyer ça à la vue. Malheureusement, on n'a pas vraiment le moyen de le faire parce que dans notre CodeAction, qui est la classe qu'on ne doit pas toucher, les paramètres sont directement envoyés à ce moment-là. Donc ce que l'on s'imagine faire, c'est avoir une nouvelle méthode encore protégée que l'on pourra réutiliser, que l'on va appeler formParams, qui permettra d'envoyer des paramètres au formulaire. Donc ici, plutôt que d'envoyer directement les paramètres pour ces deux actions-là, hop, on va créer une variable params en amont, qu'on va mettre juste ici, et on fera params égale vis formParams. C'est une méthode que l'on va créer, et on lui passera par défaut ce de compact. Cette méthode formParams pourra changer les paramètres. D'ailleurs, je me dis même, pourquoi s'embêter à créer une variable, on va directement le mettre ici. Et à la limite, on va aller à la ligne si vous voulez un petit peu plus de lisibilité. Donc je fais ce changement ici, et là je n'ai pas à m'embêter, je vais recopier ça ici, sauf que ça sera le create. Cette méthode n'existe pas, je vais donc aller la créer en protégé. Elle se contente pour l'instant de retourner simplement les paramètres. Et ça retourne systématiquement un tableau. Au niveau de mon CRUD-action, et c'est là que c'est intéressant, je vais avoir besoin de récupérer la liste des catégories.
Donc tout en haut, c'est dans mon post-redaction plutôt. Tout en haut, je vais lui préciser que je vais avoir au niveau du constructeur un paramètre supplémentaire. Et je vais aller à la ligne pour qu'on s'y repère encore une fois un petit peu mieux. Donc je lui injecte tout ça et je vais en profiter pour lui injecter aussi le catégorie table. Catégorie table. Et ça sera une variable que je vais appeler catégorie table. Cette catégorie table, je vais l'initialiser. Donc je vais carrément utiliser mon IDE pour ça. Voilà, on va initialiser simplement catégorie table et on va pouvoir l'utiliser au niveau de notre form params. Donc je vais redéfinir la méthode get form params. J'aurais dû la documenter, ça m'aurait permis de la voir ici. Donc je vais le faire tout de suite. Donc, form params, on va lui dire hop, permet de traiter les paramètres à envoyer à la vue. Et j'en profite aussi pour tout documenter. Voilà qui est un petit peu mieux. Maintenant, au niveau de ma partie ici, je vais aller lui préciser que mon form params va injecter la liste des catégories. Donc je vais avoir un nouveau champ qui va s'appeler catégorie IES et je vais utiliser ma catégorie table et faire un simple find list. Maintenant, je retourne simplement ces paramètres en appelant la méthode params où je peux faire un return de params. Je vais en profiter aussi pour typer ce paramètre-là et lui préciser que ça sera nécessairement un tableau. Donc il faut aussi que je le précise à cet endroit-là au niveau de ma méthode parente. Donc c'était tout en bas le form params. Au niveau de ma vue, donc c'était dans la partie form. Donc c'était la partie forme pour mes articles. Je vais simplement me contenter de faire un dump et je vais dumper les catégories pour voir si je les récupère correctement. Au niveau de ma vue, lorsque je réactualise, je les récupère bien. Il me reste du coup qu'une seule chose à faire, c'est injecter ces options au niveau de mon champ. Donc je vais lui préciser, tu vas avoir une nouvelle clé options qui contiendra la liste des options à utiliser. Donc moi dans mon cas, ça sera la liste des catégories. Il faut que mon formulaire traite maintenant ce genre de cas-là. Donc avant même de tester, qu'est-ce qu'on fait? On crée le test. Donc je descends tout en bas, poum, 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 et on va créer un nouveau test pour tester les selects. Public, function, test, select. Je vais générer l'HTML, donc je fais un this, form extension, et je lui passe en premier paramètre un contexte vide, en second paramètre le nom, en troisième paramètre la valeur, on va mettre 2, le titre, peu importe, et par contre je te passe un tableau d'options en quatrième paramètre où on aura des options de test. On mettra 1, démo, et 2, démo 2. Moi je mets des clés un peu de n'importe quel type histoire de le semer entre guillemets. Voilà. Maintenant je m'attends à ce que ça soit similaire. Donc, je fais un this assert similar, ma super méthode de vérification. En premier paramètre, je vais lui passer une chaîne de caractères et en second paramètre, le code HTML que j'ai obtenu. Donc au niveau du code HTML qui va être généré, je vais me baser sur ce que j'avais fait à cet endroit-là, poum, 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 et on va changer quelques petits trucs. Je m'attends à obtenir un select qui doit avoir aucun type, qui doit avoir la classe form control, le nom et l'ID. Il n'aura pas de valeur. Hop. Et là, il a mal échappé les choses, donc je vais copier tout ça et le recoller, histoire qu'il échappe. La magie d'IntelliJ. Je veux que ce select soit fermé, et ensuite, je vais avoir différentes options. Donc, je vais avoir une première option qui aura comme valeur la valeur 1. Et là, je me dis, mais pourquoi tu t'embêtes avec tout ça? Pourquoi tu n'utilises pas simplement des simples quotes? Voilà, hop. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Donc, dans cette option-là, je m'attends à avoir, du coup, démo. Dans l'option numéro 2, je m'attends à avoir démo 2. Par contre, attention, cette valeur-là correspond à cette valeur-là. Donc ici, il faut que j'ai l'attribut selected. Impeccable. Ça doit être bon, hein, au niveau du code HTML, c'est bien ce que je m'attends à obtenir. Je lance un coup de PHP Unit. Je vais simplement lancer les tests concernant la partie form extension. Voilà, pas besoin de tout relancer. Et pour l'instant, j'ai une erreur. Donc il va me falloir créer cette méthode-là. Donc au niveau de mon form extension, si je remonte dans la partie field, j'avais des conditions pour lui dire quel type de champ à utiliser. Donc, je vais rajouter une condition supplémentaire en lui disant ici, sinon, si on a au niveau de nos options une option,
Donc on va juste vérifier que ça soit bien défini. Ou même on pourrait plutôt utiliser un array qui existe. Je vais essayer d'être d'accord par rapport à ce que je faisais d'habitude. Donc si la clé option existe dans les options, dans ce cas-là, ce qu'il va me falloir faire, c'est générer un champ de type select. Donc je vais utiliser les mêmes choses que tout à l'heure. Donc je vais avoir une méthode select. Je lui passe en premier paramètre la valeur. En second paramètre, les options. Donc ça sera options de options. Et en troisième paramètre, les attributs HTML à appliquer. Impeccable. Je vais maintenant avoir besoin de créer cette méthode-là. Donc la valeur, ça sera nécessairement une chaîne de caractères qui peut être nulle. L'option, ça sera un tableau d'options, donc ça sera un tableau. Et les attributs, ça sera aussi un tableau. Cette méthode select, je vais la mettre avant la partie getHTML, histoire d'être raccord au niveau de la logique des différentes méthodes. Donc là, ça permet de générer un select, et ça prend les mêmes attributs, sauf que ça prend l'option en plus. Basiquement, c'est plutôt simple. Je fais la même chose qu'en haut. Je retourne un select, je récupère les différents attributs HTML, mais par contre au niveau de la valeur ici, je vais plutôt avoir les options. Donc on imagine avoir une variable qui va s'appeler plutôt HTML options. Cette variable, je vais avoir besoin de la générer, donc je fais un HTML options, et globalement, il me faut parcourir ce tableau et générer la liste. Je réfléchis comment je vais faire ça, je ne vais pas m'embêter, je vais utiliser un array reduce pour tout faire en une fois. Elle prend en premier paramètre le tableau que je souhaite parcourir. Donc là, on va récupérer toutes les clés de options. Parce qu'on ne peut pas avoir à la fois, et c'est un petit peu con, mais dans le array reduce et certaines fonctions, on ne peut pas récupérer à la fois les clés et les valeurs. Donc je pars des clés parce que les clés me permettront d'obtenir les valeurs. Donc ça sera une fonction qui prendra en premier paramètre l'accumulateur. Donc ça sera le code HTML. Et en second paramètre, la clé. Cette fonction array reduce prend en troisième paramètre la valeur de départ de l'accumulateur. Donc ici, moi, je vais mettre une simple chaîne de caractères. Au niveau de mon système, je retourne mon code HTML, donc qui est mon accumulateur. Ensuite, je fais mon option. Je vais lui préciser que la valeur, ça sera du coup la clé. Donc là, hop, je mets une quote et ensuite je mets la clé. Hop, je mets une quote, je ferme et je ferme mon option. Voilà. Ça, j'oublie pas de faire les choses. Et à cet endroit-là, il me faut la valeur. Donc pour avoir la valeur, il me faut accéder à ce tableau d'options ici. Donc ce tableau, je vais le passer ici. Ce qui me permet maintenant de faire $options et de récupérer la valeur en me basant sur la clé. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais essayer de relancer mes tests. Si ce n'est que pour l'instant, je n'utilise pas value. Mais c'est normal, hein, on teste les choses les unes après les autres. Donc je vois que ça génère bien mes options avec la valeur qui correspond. Par contre, il me faut l'attribut selected pour le second démo 2. Attribut que je n'ai pas ici. Donc pour remédier à ce problème-là, plutôt que de m'embêter à passer les valeurs comme ça, je m'imagine créer un tableau de paramètres qui contiendra du coup la valeur et ça sera la clé. Et ensuite, je vais lui dire selected. Ça ne sera sélectionné que si la clé correspond à la valeur, qui est égale à la valeur. Donc key, ça sera une chaîne de caractères. Value, ça sera une chaîne de caractères. Donc je peux tester avec une triple égalité. Au moins, je n'ai pas de surprise. Et la valeur, je n'y ai pas accès à l'intérieur d'une closure, donc je la passe comme ça. Impeccable. Maintenant que j'ai ce tableau, plutôt que de m'embêter à passer les options comme ça, je peux utiliser une autre fonction que j'avais créée précédemment, qui était le getHTML from array. On réutilise notre code. Au niveau de mes tests, ça devrait fonctionner, si ce n'est que j'ai ici selected égale 1, au lieu d'avoir simplement l'attribut selected. Et là, de la même manière, j'ai selected égale vide. Donc on a un petit souci. Donc on va se dire que si jamais on passe au niveau de notre valeur un booléen, ce booléen doit juste dire on doit mettre l'attribut. Donc je dois changer un petit peu ma méthode getHTML from array. Donc on va lui dire ici, si la valeur est un booléen, ou même si plutôt la valeur est égale absolument à true, donc il faut vraiment que le type soit bon, dans ce cas-là, on retourne simplement la clé. Sinon, on retourne la clé puis la valeur. Je reviens au niveau de mes tests. Toute cette partie-là m'a l'air bonne. Alors je vois un texte ARA qui ne devrait pas être là et je vois toujours ça. Effectivement, je vais lui dire par contre, si la valeur est strictement égale à false, dans ce cas-là, on a un problème et tu retournes absolument rien. Ou même, tu vas retourner false. Et après, il me faudrait filtrer pour retirer les éléments où on n'a rien. Donc là, je me dis, pour le coup, le remap était bien au début, mais ça va être trop compliqué. On va repartir sur un for each plus classique. Donc on va l'appeler HTML parts. Ça va être un tableau
Ensuite, on va reparcourir nos différentes clés. Donc, on va parcourir nos attributs as attribute. Et j'aurai besoin de la clé et de la valeur. Donc, ça va être key et value. Hop, et on va mettre les conditions. Si la valeur est égale à true, ben dans ce cas-là, on rajoute dans les parties HTML notre élément. Donc là, ça sera simplement la clé. Et je force ça sous forme de chaîne de caractères, à la limite. Ensuite, si la valeur n'est pas false, ben dans ce cas-là, on se contente de faire l'autre truc. Et on fait HTML parts égale ce truc-là. Maintenant qu'on a nos HTML parts, on peut les imploder à cet endroit-là. Donc là où je faisais un array map, j'ai plus besoin de m'embêter. Je peux lui dire directement que tu dois imploder les HTML parts. Et si jamais on a le cas où c'est false, ben on ne le rajoute tout simplement pas. Si je reviens au niveau de mes tests, hop, ça fonctionne un petit peu mieux, si ce n'est qu'il faut que je retire le texte area, hop, qui se fermait. Alors d'où ça peut venir? Ça doit sûrement venir de mon select ici. Hop. Alors c'était où je faisais un select et je ferme un texte area. N'importe quoi. Maintenant au niveau de mes tests, ça fonctionne, ça passe au vert. L'avantage c'est que c'est testé et qu'au niveau de ma vue, le changement s'affiche en temps réel. Alors dernier petit problème que l'on a, c'est que si maintenant je rajoute une fausse catégorie au niveau de mon post-CRUD action, et on s'imagine, bon ben, au niveau des catégories, je prends un nouveau paramètre qui va s'appeler catégorise, et je te passe 1, 2, 3 d'un lien, voilà, un gros entier, et on va dire que ça c'est catégorie fake. Catégorie du coup qui n'existe pas. Et je reviens au niveau de mon système, je peux sélectionner cette catégorie fake et essayer de sauvegarder. Si j'essaie de faire la sauvegarde, j'ai une erreur de contrainte parce que ma clé étrangère, il me dit ben, c'est pas valide, je ne peux pas faire ça. Effectivement, je n'ai pas d'enregistrement de catégorie correspondant à cet ID. L'afficher comme ça, c'est loin d'être idéal, même si on pourra capturer les erreurs pour afficher des jolis patchs 404. On a envie de valider les choses. Donc on va rajouter une validation et on va dire ici qu'on veut que déjà le champ catégorie ID soit nécessaire. Et en plus de ça, on veut que le champ catégorie existe. Donc on créera une méthode exists. On lui passera en premier paramètre toujours le nom du champ, histoire d'être raccord par rapport à la signature des autres méthodes. Et on lui passera en second paramètre la table sur laquelle il doit valider. Nous ici, c'est catégorie table. Cette méthode n'existe pas. Je vais du coup aller la créer au niveau de mon système de validateur. Et ce qu'elle fera, c'est qu'elle se contentera de vérifier est-ce que dans la catégorie table, hop, cet enregistrement existe. Et là, on aura l'ID en paramètre. En tout cas pour l'instant. Plus tard, on pourra imaginer d'autres options, mais pour l'instant, il n'y a que ça qui nous intéresse. Et ça va être une instance de table. D'ailleurs, vu que maintenant toutes mes tables héritent de la même classe, ben, l'avantage, c'est que je peux typer les choses. Si vous vous souvenez, c'était dans le CRUD action. Je peux maintenant lui préciser au niveau de la construction qu'on va avoir quelque chose qui utilise l'instance de table. Donc là, je peux typer ça. Et je peux typer aussi dans ma partie PHP doc. Donc je vais lui dire que table, ce n'est pas un mixte, mais c'est quelque chose qui doit implémenter, enfin qui doit hériter de cette classe-là. Revenons-en à notre validator. Cette méthode n'existe pas, c'est marrant, et je vais du coup avoir besoin de la créer. Avant même de la créer, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller regarder mon table test. On va créer une méthode publique qu'on va appeler test exist. Donc, globalement, cette méthode doit juste vérifier si un enregistrement existe. J'insère mes deux enregistrements de test. D'ailleurs, je pourrais même le faire tout le temps au début, quoique bon, bref, je vais le laisser là. Et je vais lui demander est-ce que l'enregistrement 1 existe. Donc je m'attends à ce que this assert true lorsque je lui demande est-ce que dans ma table l'enregistrement existe et je lui prends l'enregistrement 1. Si je lui donne l'enregistrement 2, ça doit exister. Par contre, l'enregistrement 3223 là, ne doit pas exister. Donc je mettrai un assert false. Je relance mes tests, mais spécifiquement de cette table-là. Donc ça va être dans database table test. Et il me sort une erreur. Maintenant, je vais corriger ce code-là. Donc je reviens au niveau de mon table. Et on est parti. Donc ici, je vais commencer par faire une requête préparée. Donc on va faire statement égale this PDO. On fait un prépare. On a juste besoin de récupérer l'ID. Donc on fera un select ID from le nom de notre table. Where l'ID est égal à ce qui est passé en paramètre.
ce qui est passé en paramètre, on va l'utiliser au moment du execute. Donc je te passe la valeur qui est l'ID et après je te demande est-ce que tu as obtenu un résultat. Donc pour cela je récupère l'ID en faisant un statement et en utilisant la méthode fetchColumn. Cette méthode nous renvoie à l'enregistrement ou nous renvoie false si on n'a pas d'enregistrement. Donc je vais lui dire ici, tu returnes directement est-ce que ce fetchColumn renvoie false. Si il renvoie false, dans ce cas-là, c'est que l'enregistrement n'existe pas. Donc si c'est différent de false, ça nous renvoie true et ça veut dire que l'enregistrement existe. Ça, je vais préciser que ça renvoie un booléen. Je documente ça et je lui dis vérifie qu'un enregistrement existe. Et hop, je vais mettre ça là. Au niveau de mon système de test, hop, ça passe au vert. Au niveau de mon validator, je peux utiliser cette méthode-là et lui dire, effectivement, si l'enregistrement n'existe pas, dans ce cas-là, il faut que tu rajoutes l'erreur. Et la partie test, on va plutôt les mettre dessus. Donc c'était ici. Et avant, ça prend le champ, donc qui est toujours une chaîne de caractères qui est la clé. Et l'ID, on va le recevoir sous forme de chaîne de caractères aussi. On va pas être strict à ce niveau-là, il fera la conversion si besoin, c'est pas bien grave. Donc si l'enregistrement n'existe pas, je lui rajoute l'erreur. Donc je fais un this, add error, je lui donne la clé, la règle ça sera exist, et je lui passe la table sur laquelle je souhaitais vérifier les choses. Donc ça sera table, get table. Voilà. Et je retourne this pour pouvoir enchaîner les méthodes les unes sur les autres. Au niveau de mon validation error, je vais gérer maintenant ce nouveau cas. Donc on va ici créer une nouvelle règle qui va s'appeler exist. D'ailleurs c'est comme ça avec un S, oui, exist. Et on va mettre le champ %S n'existe pas. Sur la table, hop, dans la table, %S. J'essaie de maintenant refaire un petit essai. Donc je vais me rendre sur mon navigateur. Je réactualise en resoumettant les informations. Par contre, il me sort une petite erreur. Il me dit qu'il a un problème avec le nom de la table. Donc effectivement, c'est dans mon CRUD action. J'ai dû oublier d'importer le namespace. Donc dans mon CRUD action, hop. Il faut que je fasse gaffe. Quand il souligne en jaune, c'est qu'il y a une bonne raison. Si je reviens et que je réactualise ma page, dans la partie exist, ça doit être de type string et on lui a donné un objet. Alors je reviens au niveau de ma déclaration. Je lui passe la clé et ensuite la table à utiliser. Mais effectivement, pourquoi je parlais d'ID là? Hop, je m'y suis mélangé les pinceaux. Ne faites pas gaffe à ça. L'ID, en fait, on le récupère en faisant un getValue. Ce que l'on fait systématiquement en haut. Hop, comme ceci. Donc ça fera un this getValue de la clé et ensuite on passe la valeur au exist. Je réactualise ma page et maintenant au niveau de mon select, je vois bien que la catégorie fake, on me dit le champ catégorie ID n'existe pas sur la table catégorise. Et là, on a corrigé notre dernier petit problème. Ce qui nous restera à faire, c'est la partie front. Mais avant, je voudrais faire une petite réflexion concernant cette méthode exist. Cette méthode telle qu'elle, elle fonctionne, on l'a vu, mais elle a un petit inconvénient. Elle va rendre ma classe validator, qui est une classe qui est jusqu'à maintenant relativement générique, dépendant de mon implémentation des tables. Si je souhaite réutiliser mon validator dans un autre projet, je ne pourrai pas le faire parce qu'il faudra du coup travailler avec des tables. Moi, ce que je peux me dire, c'est me dire, bon, cette classe, il faut qu'elle soit générique. Donc plutôt que de lui passer comme ça les informations, je vais lui passer en second paramètre une chaîne de caractères qui sera la table que je souhaite utiliser et en troisième paramètre, une instance de PDO. Ce qui veut dire que maintenant, je vais devoir réécrire un petit peu la même chose que ce que j'avais écrit au niveau de mon table. Mais c'est pas gênant parce que l'avantage, c'est que ça permettra à cette classe de pouvoir être réutilisable. Au niveau de mon post CRUD action, je lui passe d'abord le nom de la table, que je peux récupérer comme ça, et je lui passe PDO. Alors c'est un petit peu plus verbeux, certes, mais ça permet d'avoir une classe qui est beaucoup plus réutilisable. Donc d'un côté, est-ce que c'est vraiment gênant d'avoir juste ce code-là au lieu de l'autre? Moi, je ne trouve pas que ce soit si gênant que ça, donc je préfère garder ce système-là. Donc je vais avoir besoin de modifier ce validator. Et avant d'avancer du coup, je modifie le validator test.php pour prendre en compte cette nouvelle règle. Donc je crée ma méthode function test et on va l'appeler exist.
Et pour la tester, j'ai besoin d'interagir avec la base de données. Et du coup, j'ai envie de refaire un peu ce que j'avais écrit ici. Donc je me dis que ce serait pas mal de revenir sur notre database test case et de changer quelques petits trucs, histoire de pouvoir le réutiliser aussi pour mon validator. Je vais m'imaginer plutôt que de faire le setup qui va changer tous les trucs, plutôt avoir des helpers. Donc je vais créer une fonction qui va s'appeler getPDO, comme ceci, qui se chargera simplement de faire ça. Et qui mettra en plus le fetch mode par défaut en objet. Et ça, je le return. Je vais aussi avoir besoin d'une fonction publique qui va s'appeler getManager, qui permettra de récupérer le manager qui servira à gérer les migrations. Donc je lui passe absolument tout ça. Hop. Donc ça fait un configuré et ça aura besoin du coup de PDO pour fonctionner. Et à la fin, ça retourne le manager. J'avais une méthode seedDatabase que je vais garder, sauf qu'elle prendra en paramètre l'instance de PDO. Au niveau de cette instance, elle définira l'attribut pour qu'on récupère par défaut sous forme de tableau, donc ça sera fetchBof. Ensuite, ça seed les informations en utilisant le manager. Donc on peut le récupérer en faisant getManager et on lui passe PDO. Et on seed ensuite les informations. Et après, on redéfinit l'attribut tel qu'il était avant. Donc on fait un PDO, set attribute, et on définit les choses. On est obligé de faire cette définition parce que Phanks pour l'instant gérait mal les choses lorsqu'on n'avait pas des objets. De la même manière que seedDatabase, je vais faire un système migrateDatabase. Et dans ce cas-là, c'est la méthode migrate que l'on appelle. Et je me dis aussi que dans le cas d'un seed, on sait qu'on va migrer les choses. Donc là, on pourrait s'imaginer appeler migrate à cet endroit-là. Ce qui me permet maintenant de vider la partie setup. Voilà. Et plutôt d'avoir des méthodes que je vais pouvoir utiliser. Du coup, au niveau de mon validator test, je peux lui dire que ça va être quelque chose qui va dépendre du database test case plutôt que de dépendre des test cases par défaut. Et tout en bas, hop, je lui demande de récupérer une instance de PDO, getPDO. Et je sauvegarde ça dans une variable que je vais appeler PDO. Alors, il me le souligne en rouge parce que comme un gros boulet, je pense que dans la partie database test ici, bingo, j'ai supprimé le PDO. Pas très malin. Une fois que j'ai cette instance de PDO, je vais créer ma fausse table. Je vais le faire directement au niveau du code ici, comme ça j'aurai pas de problème plus tard si je modifie les choses. Et on va lui dire, je veux que tu crées 2 enregistrements. Hop. Et à partir de ça, tu vas ensuite vérifier est-ce que ça existe. Donc là, j'interagis directement avec PDO. Donc je vais reprendre une des règles que j'ai écrites plus haut. Je fais un make validator, je lui passe le nom d'une catégorie et on va mettre comme valeur 1. Ensuite, je lui demande que ça doit exister. Je veux valider le champ catégorie sur la table du coup qui s'appelle test et ensuite je te passe une instance de PDO. Et lorsque je fais un isValid, je m'attends à obtenir false. Ou plutôt ici, assert true. Par contre, si je t'envoie un enregistrement qui n'existe pas, hop, là je m'attends à obtenir effectivement false. Je relance mes tests. Donc les tests de mon table test, eux, n'ont pas changé. Par contre, les tests de mon validator, eux, ont changé. Au niveau de mon validator, je vais directement recopier un peu ce que j'avais fait au niveau de mon table. Pour le coup, c'est vrai que ça fait un peu de duplication, mais c'est pas vraiment gênant. À vous de voir après si vous estimez que le validator n'est pas responsable de faire des requêtes SQL ou si vous préférez vous dire moi je vais faire ça parce que je veux avoir un code qui est plus réutilisable. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon selon moi. Il y a toujours un avantage ou un inconvénient dans un cas ou dans l'autre. Donc là, on lui injecte le nom de la table. On lui injecte l'ID et l'ID, on le récupérera en faisant un value égale this getValue et on récupère la clé. Hop. Et ensuite, c'est cette clé-là que je vais utiliser ici, value. Voilà. Si on a un statement et un fetch colon qui est égal à false, ça veut dire que l'on a une erreur et que l'enregistrement n'existe pas. Et dans ce cas-là, on fait un this add error et on ajoute l'erreur. Je reviens au niveau de mon système, je relance un coup de PHP unit et on me dit il y a une propriété qui n'existe pas, c'est PDO. Effectivement, PDO est directement passé en paramètre et on l'utilise comme ça.
Je relance mes tests et cette fois-ci, il devrait passer au vert si ce n'est qu'on a une méthode getTable qui n'existe pas. Le nom de la table, ça ne sera plus maintenant que table. Je refais mon test et maintenant ça passe au vert. Si je reviens au niveau de ma vue, ben, ça n'affecte en aucun cas le système, je continue à avoir l'erreur classique. Donc à vous de voir la solution que vous estimez intéressante. Si vous dites j'utilise mon validator que dans mon framework et du coup je dépends de table, c'est pas si grave. Utilisez table, ça vous simplifie le code parce que vous n'avez qu'un seul endroit où vous faites la vérification. Si vous vous dites, ouais, mais moi je préfère avoir cette classe validator comme une classe générique que je pourrais utiliser de projet en projet, si je veux l'utiliser sur Symfony par exemple, mais je ne veux pas devoir injecter tout mon système de table. Je veux pouvoir récupérer la connexion et PDO derrière et pouvoir utiliser mon validator. Si je veux l'utiliser avec Laravel ou n'importe quoi d'autre, ce sera beaucoup plus simple à réutiliser. Donc dans ce cas spécifiquement, on va garder ça. Donc dernière petite chose que je vais faire, c'est que je vais commenter un petit peu tout ça et après on fera le commit. C'est un petit peu plus clair maintenant. Je reviens au niveau de mon système. Je vais faire un coup de git statut. Oula, on a pas mal de changements, effectivement, parce qu'on avait fait des déplacements. Je vais quand même faire un coup de PHP CBF, histoire de corriger les petites erreurs que j'aurais fait au niveau de ma syntaxe. J'en ai fait quelques-unes. Pas d'erreurs restantes. Je fais un coup de PHP CS. Je fais un coup de PHP Unit global ce coup-ci. Alors, hop. Là, on voit qu'il y a quand même pas mal de problèmes. C'est au niveau de notre poste table, il faut faire gaffe parce que vu qu'on a fait des changements, ben, ça ne va plus fonctionner comme avant. Donc au niveau de mon poste table test, hop, qui extend the database test case, on crée ici une nouvelle instance. Une fois que l'on a fait le setup parent, même si maintenant il n'est plus vraiment nécessaire, on fait un vis PDO égale new PDO égale vis get PDO. Et d'ailleurs, non, on n'a plus besoin de PDO en fait du tout. Donc on va juste faire $PDO égale vis_get_PDO. Ensuite, je vais lui demander de faire la migration. Donc on fera un coup de vis, migrate database, et on lui passera en paramètre PDO. Ensuite, j'initialise mon poste table comme ceci. Là où je faisais des seed database, ben maintenant je vais lui demander de seeder et j'ai besoin de lui passer l'instance de PDO. Donc je lui passerai l'instance grâce à mon poste table. Voilà. J'essaie de relancer mes tests unitaires et ils passent quasiment tous bons, sauf dans le test delete, où ici je faisais appel à PDO directement. Donc ça, ce n'est plus possible, comme on l'a dit. On passera systématiquement par notre système de table. C'est un petit peu plus propre. Et je dois aussi le changer. Hop, ici, je ne l'ai pas vu, il était bien caché celui-là. Si maintenant je relance mes tests, tout passe au vert et je peux faire mon petit commit. Donc je rajoute tout, je fais un coup de git commit et on va appeler ça mise en place de l'administration ou mise en place des catégories tout simplement. Donc vous le voyez, c'est un chapitre qui était assez important parce qu'on a vraiment essayé de rendre les choses le plus abstrait possible. Et en faisant ça, ben, ça nous a permis maintenant de créer des systèmes de CRUD supplémentaires très rapidement. Au niveau de notre système, ben, pour créer un nouveau back-office, on crée un CRUD action, on renseigne quelques paramètres supplémentaires, on peut changer le constructeur pour ajouter de nouvelles dépendances, on implémente certaines méthodes qui nous permettent de définir un comportement particulier, comme les paramètres que l'on accepte ou la validation de données. On crée ensuite un table qui nous permet de dire où va se situer la persistance au niveau de la base de données, et c'est tout. Tout va fonctionner quasiment tout seul. On a un maximum de code qui est maintenant réutilisable, et en plus ce code est testé. Petite chose que vous pourriez faire, et je vous invite d'ailleurs à le faire, on va pas forcément l'écrire parce que ça prendrait pas mal de temps, mais il faudrait tester peut-être le CRUD action. Vous avez tous les objets en main, donc essayez de d'écrire quelques petits tests pour le CRUD action, histoire de vérifier que le comportement attendu est bien le bon. Donc maintenant que l'on a mis en place le back-office de la partie catégorie, ben ce que je vous propose de faire dans le prochain chapitre, c'est d'attaquer la partie front. Donc on va essayer de mettre en place le système de catégories. Donc on listera les catégories dans une sorte de sidebar. Lorsque l'on cliquera dessus, ça nous affichera que les articles qui appartiennent à une catégorie particulière. Et on affichera au niveau de la single article la petite catégorie au même niveau que là où on affichait la date par exemple. Ensuite, on verra aussi comment mettre en place dans le back-office le petit menu pour pouvoir administrer les articles et les catégories. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.